Bonsoir YouTube. Nous, c'est la deuxième vidéo qu'on regarde, mais toi, c'est la première. Et aujourd'hui, le thème, c'est « Ce qui n'existe pas existe ?» Point d'interrogation. Et on a regardé une vidéo sur Dreams, auparavant, le jeu vidéo. Si vous ne connaissez pas ce jeu, je vous invite à regarder la vidéo, elle était exceptionnelle, pour de vrai. Et là, on va découvrir une vidéo qui n'a absolument rien à voir avec le jeu vidéo. On va parler de science, mesdames et messieurs, car j'ai vu un titre qui m'a intrigué. Alors, je vous montre quand même, nous allons regarder une vidéo de ce YouTuber qui s'appelle Christophe Pauly, alors voilà, qui est connu un peu par rapport à ce qu'on dit. Et je vous lis sa bio, son à propos. Bienvenue aux passionnés de science, d'astronomie et d'exploration des mystères de l'univers. Ici, je partage avec vous des vidéos captivantes pour décrypter l'infiniment grand, l'infiniment petit et tout ce qui se trouve entre les deux. Venez donc faire un tour sur ma chaîne et laissez-vous porter par les documentaires immersifs. La science et ses secrets sauront vous transporter et vous captiver. Et je pense qu'il a totalement raison. Voilà, moi j'aime beaucoup la science, ça me parle, je trouve que la science aide beaucoup la philosophie et inversement. Bref, il y a énormément de choses à apprendre et mesdames et messieurs, la vidéo que nous allons regarder aujourd'hui n'est autre que la vidéo qui s'appelle « La preuve que le temps n'existe pas, le paradoxe des horloges ». Voilà, alors... Moi, le temps, c'est un truc qui, voilà, à chaque fois, ça me trigger. Je ne sais pas si vous le saviez, par exemple, hein, mais si vous allez en haut d'une montagne, le temps... Alors, il faut pas que je me trompe, mais il me semble que le temps s'écoule plus vite que si tu vas, par exemple, dans un gouffre au fond de la Terre, quoi. Voilà, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. D'accord ? Donc voilà, le temps, c'est vraiment quelque chose de très complexe, de pas si finalement logique que ça. Hein. Et j'aime la science, mais pas en faire. Ben voilà, moi aussi. Mais j'aime bien comprendre, j'aime bien entendre. La vulgarisation scientifique, ça me passionne. Alors, le problème, c'est qu'il faut toujours garder en tête que c'est de la vulga et que donc, évidemment, tout ce qui est dit est simplifié, évidemment. Et que donc, il y a des choses, des approximations et tout, qui ne sont peut-être pas totalement correctes, mais on n'a pas le choix parce que sinon, on ne comprendrait rien. Et là, je vous avoue, moi, le temps, voilà, ça m'interpelle, ça m'intrigue. Il faut que je vois ça. Comment ça, le paradoxe des horloges, comment ça que le temps n'existe pas? C'est quoi ce DEL, en fait? Bref, mesdames et messieurs, nous regardons Christophe Pauly, le paradoxe des horloges, la preuve que le temps n'existe pas. Et comme l'a dit un grand homme, c'est le temps qui court. Ou une grande femme, je ne sais plus. J'ai pas fait play. Je me disais bien que c'était bizarre. Pardon, excusez-moi. Le temps n'existe pas. Menteur! Enfin, peut-être. Vous vous dites sans doute que ce que je dis n'a aucun sens. Et d'une certaine manière, vous n'auriez pas totalement tort. Vous savez, avant j'étais un peu comme vous. Je pensais que le temps existait de manière sûre et certaine. Parce qu'après tout, le temps est au cœur de notre existence. Alors juste, commentaire totalement subjectif et absolument inutile, mais j'adore sa voix. Voilà. Il rythme nos journées. J'aime beaucoup. Il guide la nos trouve très horloges, poche. structure nos calendriers. Mais un jour, je suis tombé sur une histoire un peu étrange. Une expérience réalisée par des scientifiques avec une horloge très spéciale, connue pour être la plus précise au monde. Les résultats de cette expérience nous ont apporté la preuve qu'à propos du temps, on avait tout faux depuis le début. Si vous faites partie des sceptiques, alors cette vidéo est faite pour vous. Si vous pensez que le temps existe, j'ai une petite question. Qu'est-ce que le temps? Prenez un instant pour essayer de le définir. Allez-y. Le présent, c'est maintenant. Ou comme quelqu'un disait sur Threads, c'est Ouais, c'est vrai que le temps est quelque chose de très complexe, qu'on vulgarise de ouf, parce que sinon, comment tu veux expliquer à un enfant de 6 ans l'heure? Mais en réalité, c'est quelque chose qu'on avait, qu'on a mis voilà, sur papier parce qu'il fallait bien, qu'on a théorisé parce qu'il le fallait. Mais en réalité, d'ailleurs, bon, est-ce que je spoil un petit peu, comment il s'appelle, le film de Nolan, là, Interstellar? Est-ce que je vous spoil Interstellar?
Bon, c'est pas un gros spoil en réalité, mais voilà, c'est notamment dans Interstellar, il y a le temps qui, justement, la résolution un petit peu voilà, du problème de la téléportation dans l'univers, en tout cas de la vitesse, de dépasser la vitesse de la lumière, c'est que le temps, en fait, n'est pas invariable. Le temps est variable. Et donc, en fait, ça fait que l'inconnu, qui est le temps et qu'on pensait invariable, eh bien, en fait, est variable et ça change tout, forcément. Mais donc voilà, c'est pour ça aussi, tous ces trucs de temps, ça m'intrigue, moi, le fait que ce soit invariable, ça m'a toujours tiqué dans la tête, j'étais toujours en mode, mais pourquoi c'est invariable ? Pourquoi c'est invariable ? C'est comme les constantes, genre la constante de Planck, si je dis pas de bêtises, c'est K, qui s'est noté, et pourquoi c'est constant ? Alors après, on me dit, ouais, alors la constante de Planck, si je dis pas de bêtises, ça provient de calculs, je suis plus sûr, j'ai un peu oublié mes cours, mais voilà, il y a des constantes qu'on a, on sait qu'elles existent, par exemple pi, mais on ne sait pas expliquer pourquoi elles existent. Voilà. C'est marrant, j'avais 8 ans, je savais que le temps n'existait pas, je découvre que les gens le savent pas. Ouais, mais c'est parce que toi, voilà, toi tu travailles jusqu'à pas d'heure et tu t'étonnes après. Sans utiliser le mot temps lui-même. La constante de Planck, Pas c'est facile, pas vrai. Vous pensez peut-être au passage des secondes, ou à la mesure des durées, ou encore à la succession des événements. Mais le problème avec toutes ces tentatives, c'est que ça utilise indirectement le concept de temps. Et ça, c'est un paradoxe fascinant. Parce que nous ressentons le temps, nous le mesurons, nous organisons notre vie autour de lui, et pourtant, nous sommes incapables de le définir sans tomber dans une circularité. Imaginons que vous deviez expliquer le temps à une entité qui n'a jamais fait l'expérience du temps. Vous pourriez dire que c'est ce qui permet de mesurer la durée entre deux événements. Mais qu'est-ce que la durée sans le temps ? Vous pourriez dire que c'est ce qui permet d'ordonner les événements du passé vers le futur. Mais sans le concept de temps, comment distinguer le passé du futur ? C'est comme essayer de définir la notion de gauche sans référence à droite ou à une direction quelconque. En fait, on tourne en rond. Et pourtant, le temps semble si réel. Chaque jour, nous voyons le soleil se lever et se coucher. Merde ! Nous ressentons les changements de saison. On utilise des horloges pour mesurer le temps avec des précisions de plus en plus grandes. Alors, est-ce que c'est même possible qu'une entité soit en dehors du temps ? Ou bien ça voudrait dire qu'elle soit justement figée à jamais dans l'univers ? Ah ! Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse, vous ne l'avez pas non plus. Mais est-ce que tout ça, ça prouve que le temps existe réellement ? Ou est-ce que c'est simplement une façon pour notre cerveau de percevoir les changements ? Une simple illusion. Certains scientifiques, comme Marc Lachaisereille, soutiennent que le temps n'existe pas en tant qu'entité fondamentale. C'est comme ce que tu dis, Sly, finalement. Je suppose que c'est la théorie un petit peu similaire. On est juste de gros ordinateurs qui enregistrent des données qu'on interprète comme le passé. Mais d'accord, ok. Mais en fait, pour moi, ça pose toujours le même problème philosophique, qui est que ça ne change rien que le temps soit réel ou pas. Dans notre réalité, il est réel. Et donc, si dans notre réalité, il est réel, il est forcément toujours réel. Selon lui, le temps est une illusion, une construction mentale pour organiser notre perception du changement. Comment est-ce qu'on peut arriver à cette conclusion ? Pour comprendre, il faut plonger dans les avancées de la physique moderne. Au début du XXe siècle, un certain Albert Einstein révolutionne notre compréhension de l'univers avec sa théorie de la relativité. Il démontre que le temps n'est pas absolu, qu'il est relatif à l'observateur. Ça signifie que le temps peut s'écouler différemment pour deux personnes selon leur vitesse relative ou la gravité à laquelle elles sont soumises. Voilà, et ça c'est ce que je vous disais, c'est le délire de le temps varie. Genre, si tu es sur une montagne et si tu es au fond d'un trou, eh ben, le temps ne passera pas de la même manière. Et ça me trigger de fou. Ça me trigger de fou parce que est-ce que ça veut dire que tu vieillis moins vite quand t'es au sol que quand t'es sur une montagne ? Non, je pense pas. Donc, est-ce que effectivement, ça trigger de fou. Je t'enverrai un lien pour que je t'offre un de mes livres. Tu verras, la première phrase parle de ça. Copyrighté ! Attaque en justice, le roi aveugle. Mais avec plaisir, évidemment, avec plaisir. Mais tu n'as même pas besoin de me l'offrir. Je peux l'acheter avec grand plaisir. Mais attendez, on y reviendra plus tard. Parce qu'en attendant, on ressent le temps. On a l'impression qu'il s'écoule.
Déjà, notre cerveau est une machine incroyablement sophistiquée, capable de percevoir le monde de manière complexe. Nous avons une mémoire qui nous permet de nous souvenir du passé. Nous avons une capacité d'anticipation qui nous permet de planifier l'avenir. Mais notre conception du temps est loin d'être constante. Parfois, le temps semble passer plus vite, parfois lentement. Qui n'a jamais eu l'impression que le temps s'écoule plus lentement lorsqu'on s'ennuie ou plus vite lorsqu'on est absorbé par une activité? Des études en psychologie montrent que le cerveau utilise des mécanismes internes pour estimer le passage du temps, mais que ces mécanismes peuvent être trompeurs. Mais ça, évidemment, et ça notamment, j'avais entendu dans un podcast l'histoire d'un scientifique qui, notamment, s'était enfermé dans une grotte pendant 3 mois. Et en fait, il y a toujours un moment où il se décale complètement Enfin voilà, en fait, c'est l'homme d'ailleurs, c'est l'histoire de l'homme qui a découvert l'horloge biologique interne. Et justement, et ce qu'il va raconter est basé sur ses découvertes. Et c'est effectivement... il s'est enfermé dans une caverne pendant 3 mois et il était complètement en déphasage en fait. Mais ça veut pas dire qu'il le vivait pour autant mal, mais c'est surtout qu'il était en déphasage par rapport à la réalité. Et à un moment donné, en fait, où il pensait qu'il lui restait genre 1 mois et demi, et en réalité, c'était la fin de l'expérience. Et ça, c'est passionnant, parce que du coup, c'est vrai que ça remet en relativité énormément le temps. Par exemple, lorsqu'on est confronté à des nouvelles expériences, notre cerveau enregistre plus d'informations, ce qui donne l'impression que le temps s'étire. A l'inverse, lorsqu'on est dans la routine, le temps semble passer plus rapidement. Ça suggère que le temps, ou du moins notre perception du temps, est en grande partie une construction mentale. Mais revenons à la physique. Dans certaines théories modernes, comme la gravitation quantique à boucle, le temps n'apparaît pas dans les équations fondamentales. La gravité quantique à boucle. Ah bah c'est bizarre. Ça on le lira pas chez les pseudosciences, hein, les fameux homéopathes et tout le tatouin. Hein. Là directement ça va trop loin. Hein. Enfin après je dis ça, je touche du bois parce que demain on pourrait le lire quelque part. Les physiciens tentent d'unifier la relativité générale. C'est gentil le roi aveugle. Qui décrit la gravité comme la structure de l'espace-temps avec la mécanique quantique qui décrit le comportement des particules à l'échelle microscopique. Dans ces tentatives, le temps disparaît des équations fondamentales. Il n'est plus une variable indépendante, mais une propriété émergente qui apparaît lorsqu'on considère des systèmes complexes. Ce que ça signifie, c'est qu'au niveau fondamental, le temps n'existe pas. Il émerge de l'interaction de nombreuses particules, de la même manière que la température émerge de l'agitation des molécules de gaz. C'est une idée complètement contre-intuitive, mais qui est soutenue par des théories mathématiquement rigoureuses. Oh, mais c'est hyper dur à conscientiser, ça. Donc attends. Le temps, c'est comme des molécules que quand tu accélères la vélocité, eh bien, se mettent à faire de la chaleur. Donc en fait, le temps, ce serait juste une conséquence de quelque chose, en fait. C'est ça qu'il veut dire. Une causalité, quoi. Et en fait, c'est vrai, mais je n'y crois pas. Disons qu'à mon avis, ouais, bah, on n'avait forcément pas la réponse, mais oui, je Alors, vois. si le temps n'existe pas au niveau fondamental, qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Peut-être que le temps est une illusion, une façon pour notre cerveau de donner un sens au changement qui se produit autour de nous. Parce qu'après tout, sans conscience pour percevoir le temps, est-ce qu'il a encore un sens ? Certains philosophes soutiennent que le temps est une création de l'esprit humain, une façon de structurer notre expérience du monde. D'autres pensent que le temps est une dimension réelle, comme l'espace qui existe indépendamment de notre perception. Bon, jusqu'à là, on parle du temps à échelle nanoscopique. Mais qu'est-ce qu'il en est à notre échelle ? Eh bien, je me dis qu'il est temps que je vous parle de cette fameuse expérience, celle des horloges atomiques. Alors juste, enfin c'est faux, mais ce n'est pas vrai, ça reste un concept humain faux. Je comprends ce que tu veux dire. Après, en fait, c'est toujours ce fameux débat. Est-ce que la réalité qu'on perçoit est la réalité, en fait ? Est-ce que, la réalité... à quel point on vit dans le réel, finalement ? Moi, je suis un peu divisé. Je pense qu'on vit en partie dans le réel et en partie pas dans le réel. Moi, je pense qu'il y a une partie de ce qu'on perçoit qui est vrai et une autre qui est interprétée par notre cerveau, forcément. Je me perds, mais dès qu'on essaye d'expliquer quelque chose, on se trompe. Mais oui, c'est ça forcément, avec la vulga, c'est forcément le cas. Mais je comprends ce que tu veux dire en vrai, mais moi je partirais pas sur... c'est un concept humain faux, dans le sens où,
C'est pas parce que c'est humain que c'est forcément faux, je pense. Bon, après, c'est très subjectif, évidemment. Hein. Ça, c'est mon opinion. Mais... Ah putain, c'est complexe. Les horloges atomiques sont les instruments de mesure du temps les plus précis que l'humanité n'ait jamais créés. Imaginez une horloge si exacte que même après 13 milliards d'années, ce qui correspond à peu près à l'âge de l'univers, elle ne serait décalée que d'une seconde. En fait, ces horloges battent à un rythme si régulier qu'on pourrait croire qu'elles mesurent un temps absolu, universel. Alors, comment est-ce qu'elles fonctionnent ? Les horloges atomiques utilisent les propriétés fondamentales des atomes. Plus précisément, elles utilisent la fréquence d'oscillation des électrons lorsqu'elles changent de niveau d'énergie. Prenons l'atome de césium-133, souvent utilisé dans ces horloges. Les électrons de cet atome oscillent à une fréquence précise de 9 192 631 770 fois par seconde. Attention à retenir, hein. On demandera après la vidéo si vous avez bien retenu ce chiffre, c'est extrêmement important. En comptant ces oscillations, on obtient une mesure du temps incroyablement stable et précise. Ces horloges ne sont pas influencées par les variations de température, de pression ou d'autres facteurs externes qui pourraient affecter des mécanismes traditionnels. Elles reposent en fait sur des constantes fondamentales de la nature, ce qui les rend pratiquement infaillibles. Mais que se passe-t-il lorsqu'on déplace l'une de ces horloges ? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Imaginons que nous ayons deux horloges atomiques parfaitement synchronisées. Tant qu'elles restent côte à côte, elles affichent toujours la même heure. Mais si nous prenons l'une de ces horloges et que nous la déplaçons, même simplement en montant à l'étage supérieur, eh bien quelque chose de surprenant se produit. Après avoir ramené l'horloge à sa position initiale et comparé les deux, on remarque qu'elles ne sont plus parfaitement synchronisées. Mais ça, c'est une différence minuscule, infinitésimale peut-être, mais mesurable grâce à leur extrême précision. C'est quand même un truc de malade mental, ça. Le temps dépend de ta hauteur sur la Terre. Vous savez conscientiser ça ? Vous savez même l'imaginer ? Vous comprenez le nombre de questions qu'il y a quand on dit ça ? Le nombre de questions qui se posent ? Comme je vous disais, est-ce qu'on vieillit plus vite alors du coup ou pas ? Est-ce que en fait c'est pareil ? Est-ce que... Alors n'oubliez pas, c'est des théories, je peux aussi dire qu'en théorie, c'est la grande tortue du temps qui choisit de tout via son MP3 sablier. Alors oui, certes, effectivement, le roi aveugle, t'as raison, mais ce qui est intéressant avec les théories qui sont avancées par les scientifiques et les théories, on va dire, les autres théories, c'est que les scientifiques, eux, amènent des preuves qui vont dans le sens de leur théorie. Ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies, ça veut dire qu'on sait observer ce qu'ils apportent comme éléments, comme explications d'un phénomène. Alors que, et c'est bien le problème avec les complotistes notamment, c'est que quand tu arrives avec une théorie complètement farfelue, eh bien, et sans aucune preuve, en fait, c'est bien, c'est peut-être vrai, mais on peut pas se baser là-dessus parce que c'est impossible de prouver quelque chose qui n'existe pas. D'accord ? Si je vous dis que là, à côté de moi, il y a une licorne, impossible pour vous de prouver qu'il n'y a pas de licorne à côté de moi parce que je n'amène pas de preuves. Donc en fait c'est un peu l'idée de c'est à celui en fait de dire, voilà, de prétendre quelque chose, c'est à lui d'amener les preuves. Et c'est normal en fait, parce que si je dis il y a une licorne à côté de moi, pour vous donner la preuve, bah c'est à moi de le donner puisque j'affirme, voilà, haut et fort, il y a une licorne à côté de moi. Et c'est logique en fait, parce que si moi je sais pas vous amener la preuve, c'est pas vous qui allez m'amener la preuve puisque vous la voyez pas. Et donc ça c'est un fondement scientifique quand même hyper important et qu'aujourd'hui trop de gens ont oublié, c'est que en fait non, on ne peut pas inventer des théories fumeuses, non, on ne peut pas commencer à dire tout et n'importe quoi comme un certain milliardaire qui a été élu. En fait, il faut se baser toujours sur des faits, sur des choses que l'on observe d'une manière ou d'une autre. Si vous savez prouver que, par exemple, vous prenez une brosse, que vous dites il y a une licorne à côté de moi, que en faisant avec votre brosse comme ça, j'invente, mais il y a des poils de licorne que l'on retrouve, et ben là on se penchera sur la question. Mais évidemment, sinon je peux dire tout et n'importe quoi, je peux dire que je suis milliardaire, et vous ne savez pas factuellement prouver le contraire, et donc je peux dire bah non, bah, vous êtes des menteurs, et je vais à la banque et je dis mais je suis milliardaire, rendez-moi mon argent, mais c'est impossible en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, d'ailleurs, ce débat sur la réalité, même s'il est très intéressant philosophiquement, en réalité, le débat sur la réalité, on s'en fout un peu pour la construction, en tout cas, d'une société humaine. Parce qu'une société humaine se base sur des faits
qu'elle observe. Et même si notre réalité est inventée parce qu'en fait, on est, j'invente, mais on vit dans un ordinateur et en fait, on est totalement des données numériques et tout, et on n'a pas de vrai cerveau et tout. En fait, ça change rien parce que ça reste notre réalité. Et on l'avait vu dans la vidéo notamment de... Comment elle s'appelle un monde... j'ai oublié, mais quelqu'un le dira. Les revues du monde, pardon. Il ne faut pas oublier que la base de la science est le fait de réfuter les faits pour en forger d'autres eux-mêmes réfutables. Bien sûr, mais en fait, les faits ne sont pas voués à rester figés dans le temps. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas bien. C'est qu'en fait, parfois, pour un même fait, on peut avoir plusieurs interprétations. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est montrer l'image du 6, qui est un 9. Et en fait, tu as deux personnes qui sont chacune à une extrémité du 6. Il y en a une qui voit le 6 comme un 9 et l'autre qui voit le 6 comme un 6. Et toutes les deux, et il y en a une qui dit que c'est un 6 et l'autre qui dit que c'est un 9. Et en fait, tous les deux ont raison dans l'absolu, puisqu'en fait, d'un côté, c'est un 6 et de l'autre, c'est un 9. Et c'est là, en fait, on va arriver à quelque chose qu'un jour j'ai entendu et que j'ai trouvé extrêmement pertinent de la part d'un des pères d'une de mes ex, qui disait... qui avait dit, oui, ok, mais en fait, il y a quand même une interprétation de base qui dit, ça, c'est un 6, enfin voilà, ou ça, c'est un 9. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, aujourd'hui, j'écris un nombre, un 6 ou un 9, mais imaginons que j'écris un 6, j'aurais écrit un 6, en fait. Et même si dans un millénaire, on retrouve mon papier et qu'effectivement, il y a un mec qui dit c'est un 6 et l'autre qui dit que c'est un 9, en fait, il y en a quand même qu'un des deux qui a raison. Et la science, c'est ça. La science, c'est pas de dire ah bah non, c'est impossible de dire que c'est un 9, c'est complètement allumé, c'est pas un 9. Non, c'est pas ça en fait. La science, elle dit ok, c'est possiblement un 6, c'est possiblement un 9. Mais notre but, c'est de savoir si la personne qui a écrit ce nombre a voulu écrire un 6 ou un 9. Et c'est pour ça qu'il faut pas tout mélanger en fait. Et c'est pour ça qu'en fait c'est inacceptable des gens qui ramènent des théories complètement fumeuses juste pour dire regardez en fait tout le monde peut faire des théories. Non, tout le monde ne peut pas faire des théories. Tu peux faire des théories que si tu as les compétences pour et que tu connais, que tu as des preuves, factuelles de ce que tu avances. Mais voilà. Maintenant, là où je te suis tout à fait, c'est qu'effectivement la science en fait elle est mouvante et la science est la première à chercher des phénomènes explicables, des phénomènes extraordinaires pour tenter de les expliquer, pour tenter de les reproduire. Et c'est pour ça me fait toujours rire parce qu'en fait les scientifiques quand tu les écoutes ils vont toujours te dire non mais en fait nous s'il y avait des gens qui savaient lire dans les pensées, mais le bonheur évidemment, tout le monde aimerait pouvoir l'étudier. Bonsoir Miss Clara, comment vas-tu ? Les deux horloges, qui fonctionnent de manière identique, n'indiquent plus exactement la même heure. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie ? Si le temps existait de manière universelle et absolue, comme une toile de fond immuable sur laquelle se déroulent tous les événements de l'univers, alors ces deux horloges, aussi parfaites soient-elles, devraient toujours rester synchronisées. Et ce, peu importe où elles se trouvent et comment elles se déplacent. Mais c'est pas ce qu'on observe. Alors, que mesurent réellement ces horloges ? Cette expérience nous révèle que le temps n'est pas universel. Si même les horloges les plus précises de l'univers ne peuvent pas rester synchronisées lorsqu'elles sont soumises à des conditions différentes, alors l'idée même d'un temps absolu est remise en question. Et ça a des implications profondes. Il semble qu'il n'y ait pas de temps commun pour tout ce qui existe. Au lieu de ça, chaque objet, chaque être, chaque horloge a sa propre durée, son propre rythme. Chaque horloge vit son propre temps, influencé par son environnement, son mouvement, sa position dans l'espace. Mais est-ce qu'il est logique de penser qu'il existe une infinité de temps différents, chacun attaché à une horloge ou à un individu ? Le problème, c'est que cette idée devient rapidement ingérable, et ça soulève plus de questions que ça apporte de réponses. En réalité, quand on y pense, cette théorie même, elle existe depuis très longtemps, puisque notamment on en parlait avec les papillons qui vivent 15 jours, où on disait que la notion du temps, déjà à l'époque, je me souviens, ça c'était quand j'étais petit, on disait, t'imagines un papillon qui ne vit qu'un jour, forcément, il n'a pas la même notion du temps qu'un être humain qui en vit 80, quoi. Et en fait, c'est logique, ça c'est clair. Maintenant, on ne conscientisait pas ça comme ça. On se disait, ah bah tiens, le papillon doit avoir dans sa tête, avoir l'impression qu'en fait, c'est peut-être un siècle qu'il est en train de vivre. Mais la réalité, c'est qu'il vit qu'un jour. Et du coup, si le temps n'est pas pareil pour tout le monde, est-ce qu'il vit vraiment un jour finalement ? Il y a aussi le fait de croire en l'invisible d'un point de vue quantique. J'ai appelé cette expérience la brique du fumeur. Exemple, j'ai 2 briquets, un bleu, un rouge. Si je perds les deux, il me suffit de trouver un des deux pour savoir de quelle couleur est l'autre, sans me tromper, à 100%, sans le revoir ni le retrouver. Et c'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai ce que tu dis, le roi aveugle. C'est vrai. Maintenant, j'avoue, je suis pas assez calé en science pour savoir si ce que tu dis est totalement, on va dire, rigoureux, enfin, dans le sens où est totalement vrai, si ton exemple est totalement clean, mais en tout cas, ça me paraît effectivement être une réflexion pertinente. Et c'est précisément pour cette raison que les physiciens arrivent à une conclusion étonnante, que le temps, en tant qu'entité universelle, n'existe pas. Nous n'aurons donc rien dans ce monde qui sera Et là, universel. Vous avez un petit peu de mal à me croire. Pour vous aider, je vais vous raconter Bordel de fiac, un des si je puis me paradoxes les permettre. plus célèbres de la physique moderne. Le paradoxe des jumeaux de Langevin imaginé dans les années 1920. Imaginez deux jumeaux parfaitement identiques. Au début de notre histoire, ils ont le même âge et se trouvent au même endroit. L'un des jumeaux décide de partir en voyage dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial capable d'atteindre des vitesses proches de celles de la lumière. Pendant que le jumeau voyageur explore les confins de l'univers, l'autre reste sur Terre. Après plusieurs années, le jumeau voyageur revient sur Terre. À sa grande surprise, il découvre que son frère est beaucoup plus âgé que lui. Pour le voyageur, peut-être que seulement quelques années se sont écoulées, mais pour le jumeau resté sur Terre, des décennies ont passé. Comment est-ce possible ? Ce paradoxe montre que le temps ne s'écoule pas de la même manière pour tout le monde. Le temps est relatif, dépend de la vitesse à laquelle on se déplace et de l'endroit où on se trouve dans un champ gravitationnel. Ce qu'on perçoit comme du temps est en réalité une notion subjective et locale, propre à chaque observateur. Revenons à nos horloges atomiques. C'est la fameuse théorie d'ailleurs dans Interstellar aussi, où c'est pour ça, je vais pas spoiler pour le coup, mais il y a toute une histoire sur effectivement le temps et le temps que ça prend de faire le voyage, etc. Si deux horloges identiques, dans l'espace, placées dans des environnements différents, affichent des temps différents, ça signifie que chaque horloge mesure en réalité sa propre durée, influencée par son mouvement et sa position dans l'espace-temps. Par exemple, une horloge située en haut d'une montagne, où la gravité est légèrement moindre, battra un rythme légèrement différent d'une horloge située au niveau de la mer. Cette différence est minuscule, mais mesurable. Et ça, c'est confirmé par de nombreuses expériences, notamment celles impliquant des avions et des satellites. Ce phénomène ne se limite pas aux horloges atomiques ou aux voyages spatiaux. Il affecte également notre technologie au quotidien. Prenons l'exemple des GPS. Si on ne tenait pas compte des effets de la relativité sur le temps, les positions calculées des GPS seraient erronées de plusieurs kilomètres en seulement quelques minutes. Ça, c'est un truc de fou quand même. Sans la relativité, nos GPS, on n'en aurait pas en fait. C'est un truc de fou, non ? Pas de GPS, juste parce que sinon, on pourrait pas... Pour assurer le fonctionnement du GPS, peut-être il trop est donc dedans, mais... essentiel de corriger ces effets relativistes. Ces phénomènes nous mènent à une conclusion un peu étrange au premier abord. Le temps est intimement lié à l'espace et au mouvement. Ce n'est pas juste une toile de fond absolue sur laquelle se déroulent les événements, mais une dimension dynamique qui varie en fonction de l'observateur. Alors si le temps n'est pas absolu, qu'est-ce que ça change à propos de notre compréhension de l'univers ? tout. Eh bien, c'est ici qu'Albert Einstein entre en scène. Il a révolutionné notre conception du temps et de l'espace avec sa théorie de la relativité. Il a montré que le temps et l'espace sont liés dans un continuum qu'il a appelé l'espace-temps. Dans ce modèle, le temps n'est pas séparé de l'espace. Ils sont deux aspects d'une même réalité. La désynchronisation des horloges atomiques n'est pas une anomalie ou un défaut de mesure. C'est une conséquence directe de la structure de l'espace-temps. Les horloges qui se déplacent différemment ou qui sont soumises à des champs gravitationnels différents suivent des trajectoires différentes dans l'espace-temps, ce qui affecte la durée qu'elles mesurent. En fin de compte, l'expérience des horloges atomiques nous montre que le temps est bien plus complexe que ce que notre intuition suggère. Ah bah ça, ouais, ça on le voit là. Je suis en train de me... En fait, je parle pas, je suis en train d'essayer de comprendre ce qu'il dit. De genre, vraiment, mot par mot, dans ma tête, ça passe et je me dis, ok, attends, il a dit ça, ok. Il n'est pas une simple mesure universelle, mais un phénomène dynamique, influencé par la vitesse, la gravité et la structure même de l'univers. Mais pour comprendre réellement ce qu'est le temps, il va nous falloir remonter de quelques années dans le temps. On est au début du XXe siècle. Jusqu'à là, ce sont les lois de Newton qui nous permettaient de comprendre le monde. Tout le monde est convaincu qu'on a presque tout compris de l'univers. Mais c'est en 1905 qu'Albert Einstein publie plusieurs articles révolutionnaires. L'un d'eux présente la théorie de la relativité restreinte. Comment l'expliquer ? Imaginez deux personnes, Alice et Bob.
Alice est dans un train qui roule à vitesse constante. Et Bob est sur le quai de la gare. Selon les lois de Newton, les mouvements sont relatifs. Pour Alice, c'est Bob qui recule. Et pour Bob, c'est Alice qui avance. Rien de bien surprenant jusqu'à là. Mais il y a un problème qui tracasse les physiciens de l'époque. La lumière. Ah oui, je vois. Des expériences comme celle de Michelson et Morley en 1887 montrent que la vitesse de la lumière est toujours la même, peu importe le mouvement de la source ou de l'observateur. Et ça paraît rien, mais ce petit détail change absolument tout ce qu'on pensait savoir de l'univers. Si vous lancez une balle dans un train en marche, sa vitesse s'ajoute à celle du train. Mais pour la lumière, ça ne marche pas comme ça. Einstein décide de prendre ce résultat au sérieux. Il pose 2 postulats simples mais révolutionnaires. Premièrement, la vitesse de la lumière dans le vide est constante, environ 300 000 km par seconde, et ce, pour tous les observateurs, peu importe leur mouvement. Deuxièmement, les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels, c'est-à-dire pour tous les observateurs qui ne sont pas soumis à des accélérations. Mais ces 2 idées mises ensemble créent un paradoxe avec notre intuition du temps et de l'espace. J'ai envie de me flinguer. c'est trop dur. Mais ok, j'ai compris. Donc en fait, le temps ne dépend pas effectivement. Donc il faut savoir qu'en physique, il y a le point de référence qu'on appelle ça, qui est l'endroit en fait où on observe un phénomène qui peut parfois faire varier ce phénomène, d'accord. Comme il dit donc, par exemple, voilà Bob qui voit, je sais plus comment il l'avait appelé, Chloé qui part, mais Chloé, elle a l'impression que c'est Bob qui recule, voilà. Alors que Bob, lui, il a l'impression que c'est Chloé qui avance, d'accord. Et c'est normal, en fait, c'est effectivement Alice, merci Scarian, effectivement Alice. Donc voilà, c'est assez, ça c'est parce qu'en fait, effectivement, la physique mécanique dépend du référentiel. Normalement, on l'a tous appris à l'école, c'est un truc assez basique. Mais en fait, la lumière, visiblement, ça marche pas comme ça. Et c'est vrai que j'ai jamais tilté. Mais c'est vrai que peut-être c'était dans mes cours, mais c'est vrai qu'en fait, ça ne dépend pas du référentiel. Et ça trigger de fou, parce que ça veut dire que qu'importe où tu regardes, la lumière sera vue de la même manière et de la même vitesse que tous les observateurs. Et ça, c'est étrange. Si la vitesse de la lumière est toujours la même pour tout le monde, alors le temps et l'espace doivent se comporter d'une manière qu'on n'avait jamais imaginée. Ben oui, Einstein réalise que pour que tout ça tienne debout, il faut repenser complètement notre conception du temps et de l'espace. Il découvre que le temps n'est pas une valeur absolue, universelle, qui s'écoule de la même manière pour tout le monde. Mais parce qu'en fait, du coup, le temps ne dépend pas de la lumière. Enfin, la lumière ne dépend pas du temps, c'est plutôt dans ce sens-là. En fait, la lumière, du coup, vu qu'elle est toujours à la même vitesse, qu'importe le référentiel, Le temps est plutôt relatif. Il dépend de la vitesse à laquelle vous vous déplacez. C'est ce qu'on appelle la dilatation du temps. Plus vous vous déplacez vite, plus le temps ralentit pour vous par rapport à quelqu'un qui reste immobile. Imaginez que vous voyagez dans une fusée à une vitesse proche de celle de la lumière. Pour vous, tout semble normal. Votre montre bat un rythme habituel. Avec plaisir, Scarian. Mais si vous revenez sur Terre après ce voyage, vous découvrirez que plus de temps s'est écoulé sur Terre que pour vous. D'accord, Autrement ok. dit, vous avez vieilli moins vite. Mais c'est pas tout. Einstein découvre aussi que les objets en mouvement se contractent dans la direction du mouvement. C'est ce qu'on appelle la contraction des longueurs. À des vitesses très élevées, proches de celles de la lumière, un vaisseau spatial apparaît raccourci dans la direction de son déplacement pour un observateur extérieur. Encore une fois, c'est contre-intuitif, mais c'est une conséquence directe du postulat d'Einstein. Mais maintenant, on va parler d'un concept encore plus profond, l'espace-temps. Einstein réalise que le temps et l'espace sont intimement liés. Ce ne sont pas des entités séparées, mais 2 faces d'une même réalité. C'est pas tout à fait exact, mais on peut voir ça comme une grande toile flexible. Les objets massifs, comme les planètes et les étoiles, déforment cette toile. C'est cette déformation qui crée ce que nous percevons comme la gravité. Un peu comme si vous posiez une boule lourde sur un trampoline. La toile s'enfonce autour de la boule et une bille que vous lancez sur le trampoline va rouler vers la boule plus lourde. Non pas parce qu'elle est attirée, mais parce que le sol s'est déformé. Ouais, ok, d'accord. Mais et ça signifie quoi pour le temps ? Je suis débile ou j'ai pas compris ? Et le plus fou avec la lumière, c'est que c'est une onde, alors techniquement, on peut faire des voiles solaires et filer comme des pirates de l'espace. Ouais, alors c'est onde corpuscule, hein, attention. Attention, hein. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises.
C'est complexe, hein. La lumière, c'est un délire. Dans tout Ça, je sais. Eh bien, Einstein démontre que le temps est affecté par la gravité. Plus un objet est soumis à une gravité intense, plus le temps ralentit pour lui. C'est ce qu'on appelle la dilatation gravitationnelle du temps. Par exemple, le temps s'écoule légèrement plus lentement au niveau de la mer qu'au sommet d'une montagne. Ah, je vois ce que tu veux. Ah, d'accord. Mais mesurable avec des horloges atomiques ultra précises. En fait, je pensais pas que c'était la gravité, mais je me disais que c'était peut-être la distance. Parce que tu sais, si tu es à l'extrémité de la planète, par rapport à son centre, tu vas faire plus de distance quand la Terre va tourner que celui qui est au centre, forcément. Et je pensais que c'était ça la variable, et pas effectivement... Oh pitié, j'ai le cerveau qui tombe en compote. Et c'est pas juste de la théorie. Les horloges à bord des Pas la gravité, pardon. avancent d'environ 38 microsecondes par jour par Merci rapport aux horloges Skergan. du sol. Si on ne corrigeait pas cet écart, les GPS accumuleraient les erreurs de plusieurs kilomètres par jour. Oh Tout ça, c'est purée. bien. Mais qu'est-ce que ça implique pour nous ? Voilà, D'abord, je suis ça comme remet en lui, là. question Je notre suis conception comme le cerveau. intuitive du temps, comme celle d'une constante universelle. Le temps n'est pas une rivière qui s'écoule uniformément pour tout le monde, mais un phénomène dynamique qui peut varier d'un endroit à l'autre, Oh là. d'un observateur à l'autre. C'est Ensuite, dynamique, les gars. Ça a des conséquences sur notre compréhension profonde de l'univers. Par exemple, ça signifie que des événements qui semblent simultanés pour un observateur ne le sont pas nécessairement pour un autre. C'est ce qu'on appelle la relativité de la simultanéité. Imaginez Mais attends, deux il a dit que la lumière allait à la même vitesse Ouais, non, mais ça n'a rien à voir. Putain, mais... Oh, mais ça veut dire qu'on peut voir deux réalités différentes ? Mais pas en étant au même endroit. Ouais, mais même, ça veut dire qu'on peut être l'un en face de l'autre et littéralement voir deux choses différentes. C'est... éclairs qui frappent aux extrémités d'un train en mouvement. Pour un observateur sur le quai, deux éclairs se produisent au même moment. Mais pour un passager dans le train, se déplaçant vers un éclair, celui-ci semblera se produire avant l'autre. Ça peut paraître étrange, mais c'est une conséquence directe de la relativité restreinte. D'ailleurs, ces découvertes ont ouvert la voie à de nouvelles théories et à de nouvelles questions sur la nature du temps, de l'espace-temps et de l'univers lui-même. Bah ouais, et ça a conduit à la mécanique m'étonne quantique, pas. à la cosmologie moderne et continue d'influencer la recherche scientifique aujourd'hui. Bon, maintenant qu'on a bien abordé le sujet du temps, il y a quand même un point qui reste à régler. Et le voyage dans le temps, dans tout ça. Parce qu'on vient de voir que le temps n'était pas quelque chose d'universel. Que nous sommes chacun, en quelque sorte, sur une ligne temporelle, notre ligne temporelle. Oui, est-ce qu'on peut remonter dans le passé ou pas ? Dévier cette ligne. Remonter le temps De ou lui pas ? faire prendre des raccourcis, voire même de la faire retourner en arrière par rapport aux autres. Autrement dit, Oui, est-ce qu'il effectivement. est possible de remonter le temps ? Voyager dans le temps. Je sais qu'au fond de vous, vous avez rêvé au moins une fois de le faire. Et si je vous disais que selon la physique moderne, voyager vers le futur est non seulement possible, mais c'est une conséquence directe des lois de l'univers telles que nous les connaissons. Ça m'étonne moins. Le futur, je suis moins étonné. C'est plus le passé où je me pose la question. Bah oui, tous les jours, toi et moi, on regarde le soleil en même temps. Faux, depuis la Terre, la lumière du soleil, mais... sauf que depuis la Terre, la lumière du soleil met 7 secondes à venir. Donc on voit le soleil à 7 de là où il est vraiment. Certaines étoiles que tu vois sont déjà mortes. Oui. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Oui, mais de là à ce que simplement deux observateurs qui regardent la même chose, mais je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai, c'est assez pertinent. Nous, on va regarder par exemple tous les deux le soleil. Toi, tu vas en fait voir un autre soleil que moi, en fait. Parce que soit tu l'auras plus tôt, soit tu l'auras plus tard. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. On l'a dit tout à C'est l'heure, plus un objet se déplace rapidement, plus le temps s'écoule lentement pour lui par rapport à un observateur immobile. Dit comme ça peut paraître un peu abstrait, mais je vais vous donner un exemple concret. Imaginez un astronaute dans un vaisseau spatial capable d'atteindre une vitesse proche de celle de la lumière. Disons 99,5% de la vitesse de la lumière. Pour lui, le temps à bord du vaisseau s'écoule normalement. Il mange, dort, lit, vit sa vie comme d'habitude. Mais lorsqu'il revient sur Terre, après ce qu'il perçoit comme un voyage de 5 ans, il découvre que plusieurs décennies se sont écoulées sur notre planète. Ses amis ont vieilli, la société a changé et il se retrouve littéralement projeté dans le futur. Ce phénomène a été confirmé par des expériences avec des particules subatomiques dans des accélérateurs et même par des horloges atomiques embarquées dans les avions à grande vitesse. Mais alors, si voyager dans le futur est théoriquement possible, pourquoi est-ce qu'on le fait pas ? En vrai, il y a quand même une dingue. Ça veut dire que dans le futur, si ça se trouve un jour, on verra quelqu'un arriver et faire « Ah ouais, ben c'est moi. C'était moi, vous vous souvenez de moi ? Vous me l'avez balancé dans le futur, là, pour essayer. Bah c'est moi !»
Pour que le temps ralentisse de manière significative, il faut aller Salut à une vitesse proche de celle de la lumière. Le problème, c'est qu'actuellement, nos technologies de propulsion sont loin, très très loin d'atteindre de telles vitesses. Les fusées chimiques, nucléaires ou même ioniques ne permettent pas d'approcher des vitesses relativistes. Alors voyager vers le futur, c'est possible en théorie, mais en pratique, on n'y est absolument pas. Mais je pense que ce qui vous intéresse, c'est surtout le fait de voyager dans le passé. Alors, est-ce que c'est possible ? Là, les choses se compliquent sérieusement. Déjà, comment savoir si le voyage dans le passé est possible ? Il y a une personne, un scientifique, qui s'est déjà posé la question. Stephen Hawking. Un physicien, un théoricien, qui, malgré une maladie dégénérative qui a fini par l'immobiliser, a apporté des contributions majeures sur notre compréhension des trous noirs, de l'origine de l'univers et, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, la nature du temps. En 2009, Hawking a conçu une expérience pour tester la possibilité du voyage vers le passé. Il a organisé une fête dans une salle de l'université de Cambridge le 28 juin 2009 à 12h précises. La salle était préparée avec soin. Il y avait des décorations, du champagne, des amuse-bouches et une grande banderole avec marqué « Bienvenue, voyageurs du temps ». Ah oui, et il y a un petit détail important, les invitations à cette fête n'ont été envoyées qu'après la date de l'événement. Hawking a publié les invitations dans des journaux et sur Internet le lendemain de la fête. L'idée était simple. Si, dans le futur, le voyage dans le temps est possible, alors les voyageurs du temps pourraient revenir à cette date pour assister à la fête. Mais le jour... Oui, mais après, il faut que dans le futur, il soit au courant qu'il y ait une fête qui ait lieu, non ? Je veux dire, bon. La fête, Hawking attend patiemment, des coupes de champagne prêtes, mais personne ne se présente. La salle reste vide. Imaginez s'il y avait quelqu'un qui était venu. L'a conduit à conclure que le voyage dans le temps vers le passé était probablement impossible. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer de cette expérience ? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, que le voyage dans le temps vers le passé n'est peut-être pas possible. En tout cas, on n'en a aucune preuve. Ensuite, les voyageurs du futur pourraient choisir de tout simplement ne pas se révéler pour éviter de créer des paradoxes ou d'altérer la chronologie. Enfin, il y a l'idée que le voyage dans le temps ne permettrait pas d'aller avant la création de la première machine à voyager dans le temps. Ce serait un petit peu comme la sauvegarde d'un jeu vidéo. On peut remonter dans le temps du jeu en rechargeant une sauvegarde, mais on ne peut pas remonter avant la première sauvegarde. Ah, c'est pas bête ça. Et donc en fait, les machines à voyager dans le temps seraient des sortes de sauvegarde en fait. Elles commenceraient à sauvegarder l'univers tel qu'il est à partir du moment où elles rentrent en fonctionnement quoi. La dinguerie. Après, si l'univers est cyclique, il suffit d'aller tout droit. Ouais, c'est vrai. Mais il me semble que la théorie de l'univers cyclique, elle est tombée depuis longtemps maintenant. En gros, si une telle machine était inventée en 2100, il serait peut-être pas possible de voyager avant cette date. Après cette expérience, Hawking a formulé la conjecture de projection chronologique. Selon cette hypothèse, les lois fondamentales de la physique empêchent la formation de boucles temporelles fermées et donc de voyages dans le passé. Hawking suggère que des effets quantiques tels que les fluctuations du vide quantique interviendraient pour empêcher la formation de ces boucles temporelles dès qu'elles commenceraient à se former. Ces effets rendraient l'espace-temps instable dans ces conditions, empêchant le voyage dans le passé. La causalité, c'est-à-dire le principe selon lequel une cause précède toujours son effet, est un pilier fondamental de notre compréhension de l'univers. Permettre le voyage dans le passé pourrait entraîner des paradoxes comme le fameux paradoxe du grand-père, où un voyageur remonte dans le temps pour empêcher la naissance de son propre grand-père, créant une contradiction insurmontable. La conjecture de Hawking propose que l'univers protège naturellement la causalité, évitant tout paradoxe. Certains physiciens, comme Kip Thorne, ont exploré théoriquement le voyage dans le temps via des trous de verre, des tunnels reliant deux points distants de l'espace-temps. Thorne a montré que, sous certaines conditions, un trou de verre traversable pourrait permettre de voyager dans le passé. Par contre, la plupart des théoriciens reconnaissent que les limitations posées par la physique quantique rendent ces scénarios hautement spéculatifs et probablement impossibles à réaliser. Quoi qu'il en soit, le temps est au cœur de notre existence. Pourtant, on ne réalise pas toujours à quel point la véritable nature du temps bouleverse tout ce qu'on pense savoir. Comprendre le temps, c'est peut-être saisir l'un des mystères les plus profonds de l'univers. Et ça pourrait changer absolument tout. Certaines 25 ans, 2000 livres. Que le temps soit comme un livre, mais c'est ça. où chaque page représente un moment précis. Selon la théorie de l'univers bloc, le passé, le présent et le futur coexistent simultanément, comme les pages déjà écrites d'un roman.
Et en fait, on ne ferait que tourner ces pages, croyant que l'histoire se déroule au fur et à mesure, alors qu'en réalité, chaque événement est déjà fixé, immuable. Dans cette conception, notre avenir serait déjà écrit, et notre libre arbitre deviendrait une illusion. Nous serions simplement des personnages suivant un script préétabli, incapables de dévier du chemin tracé. Mais si tout est déjà écrit, quel sens ont nos choix, nos espoirs, nos rêves ? Heureusement pour nous, cette théorie ne correspond pas à ce qu'on observe dans l'univers. Selon la théorie de la relativité, c'est bon. Le temps n'est pas une dimension figée où tout coexiste simultanément, mais une propriété dynamique de l'espace qui dépend de l'observateur. Le temps est relatif, influencé par la vitesse et la gravité. Chacun de nous trace sa propre trajectoire dans l'espace-temps, façonnée par nos mouvements, nos choix, notre environnement. Cependant, cette vision des choses n'est peut-être pas si joyeuse que ça. Si nos expériences du temps sont uniques, si notre perception du passé, du présent et du futur n'est propre qu'à nous et à nous seuls, alors ça veut dire que d'une certaine manière, nous vivons chacun seul dans notre petite ligne d'univers. C'est une fin très triste. C'est une fin très triste. Mais moi, ouais, je sais pas, après... Je sais pas, hein, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Moi, j'avoue que j'ai plutôt des... Moi, j'ai l'impression qu'on a plutôt... Mais bon, je connais rien, en vrai. Je connais que la surface, quoi. Donc, c'est... J'ai l'impression que j'aurais beau sortir quoi que ce soit, j'aurais l'air ridicule, quoi. Mais en réalité, c'est vrai que moi j'ai l'impression plutôt qu'on a des différentes... une sorte de différentes dimensions, et qu'en fait, à chaque choix, on prend un embranchement, mais qu'en réalité, il y en a une multitude et une plénitude. Bon, on s'abonne à Christophe Pauly, qui nous a fait décidément une vidéo masterclass, hein, vraiment exceptionnelle. Je vous rappelle que c'était Christophe Pauly. C'est hyper bien vulgarisé et tout, c'est juste que le sujet est ultra complexe, donc forcément pas facile à avaler, quoi. Wow, merci à toi, mais merci à vous. Merci à vous d'être là. Hein. Puis merci surtout à Christophe Pauly qui a écrit cette magnifique vidéo. Et puis surtout, voilà, je dis, c'est des sujets qui sont tellement complexes. C'est même là, donc là, il a vulgarisé, et même en vulgarisant, c'est pas facile. Donc, et pourtant, j'ai quand même l'impression d'avoir compris. Donc voilà, merci à lui. Il l'a très bien fait. Voix très reposante en plus, je trouve, parfaite pour le sujet. Mais c'est complexe, hein. C'est vraiment complexe. Et puis en plus, comme on ne sait pas, en fait, on ne sait pas, comme il y a encore tellement de zones d'ombre, on est un peu perplexe, je trouve, face à ces vidéos-là, où on se dit, mais purée, mais il y a tellement encore de choses qu'on ne sait pas, tellement de choses à connaître, à comprendre et tout, c'est... Waouh. Bon, en tout cas, ça ne confirme ni infirme une théorie, à part peut-être celle, d'une... on va dire, d'un monde sans aucune autodétermination. Là, j'ai le cerveau en bouillie, là. Là, j'ai le cerveau qui a chauffé. Hein. Ça, je vous le dis. Hein.